Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine À vous de convaincre. Ce soir, je reçois M. Sébastien Périmoni, responsable des questions africaines à Solidarité et Progrès, le parti de Jacques Cheminade. M. Sébastien Périmoni, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'être venu pour ce débat. À vous de convaincre. Et à ma droite, j'ai M. Kara Soli, bien entendu, notre chroniqueur. Bonsoir Kara. Bonsoir Roka. Et pas moins de que voilà, monsieur Gbé Carlyle. Carlyle, bonsoir. Bonsoir Roka. Jeune journaliste qui a interviewé les candidats de tous les partis aux européennes. Effectivement. Merci d'être là. Merci Roka. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui. Kara, la vie politique française très mouvementée ces derniers temps. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, nous sommes à l'approche des élections législatives. Donc le président Macron, vous le savez, a dissous l'Assemblée nationale. Et donc tous les mandats sont mis en jeu. Et aujourd'hui, nous avons un candidat en face de nous qui est investi pour les Français de l'étranger, notamment la 9e circonscription des Français de l'étranger en Afrique. Et donc Sébastien Périmoni, et il va d'abord nous parler donc de cette élection précipitée, hein, et qui a pris tout le monde de court, et également donc de sa candidature et également du Front National, enfin du Rassemblement National, hein, c'est le même parti de Marine Le Pen qui menace viscéralement pas le même pour ces élections. Okay. Alors donc nous ferons le tour sur toutes ces questions. Exactement. Alors, avant d'arriver au programme du Front National, j'aimerais savoir, M. Périmoni, pouvez-vous nous parler des principaux enjeux des élections européennes qui ont eu lieu récemment? Eh bien, on a vu, je dirais, un effondrement en fait, de la présidence de la République avec le score qu'on a tous vu, c'est-à-dire une montée du Front National qui arrivait premier en tête des européennes. Et à la surprise générale, en effet, M. Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée, ce qui fait que dans une période très courte, en moins de 20 jours, on doit voter pour 577 nouveaux députés pour former une nouvelle Assemblée nationale, dans un délai donc très très court. Et pour ma part, je suis donc, comme l'a dit M. Soli, candidat pour la 9e circonscription des Français de l'étranger, donc qui comprend 16 pays d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest, donc tous les pays du Maghreb, de la Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc, et l'Afrique de l'Ouest, donc Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso et d'autres pays. Il y en a 16. Et donc, il faut savoir que dans cette circonscription, il y a plus de 120 000 Français qui vivent là-bas, qui sont confrontés évidemment à des problèmes qui sont les mêmes que nos concitoyens français, c'est-à-dire une chute du pouvoir d'achat, de l'insécurité, des moyens dans l'éducation qui sont insuffisants, des hôpitaux qui sont insuffisants. Enfin voilà, ils sont confrontés à tous les mêmes problèmes. Et donc les députés vont devoir répondre à ces problèmes. Et c'est pour ça que je suis candidat dans cette circonscription, parce que je connais très bien l'Afrique. Je suis souvent allé au Sénégal, au Mali, en Algérie, en Côte d'Ivoire, pour défendre justement les idées de Jacques Cheminade, de Solidarité et Progrès, pour, comme je le dis dans le titre de ma candidature, voir l'Afrique avec les yeux du futur. C'est-à-dire de mettre fin à la France-Afrique, de mettre fin au néocolonialisme, qui aujourd'hui est une aspiration de la jeunesse africaine. On l'a vu dans les pays comme le Burkina, le Mali ou le Niger. Aujourd'hui, il y a une volonté d'émancipation, d'avoir des nouveaux rapports avec la France. La France ne l'entend pas toujours, donc moi je suis candidat pour justement avoir la parole pour mettre fin à cette forme de néocolonialisme. Merci beaucoup Sébastien. Carlyle, vous avez rencontré pas mal de candidats aux européennes. Alors j'aimerais savoir quelles ont été les impressions générales des candidats que vous avez interviewés ici dans les locaux de Global Africa Télésud. Alors c'était des élections européennes historiques, décisives pour l'Europe, dans un contexte de guerre, notamment à 2 heures de Paris, à Kiev. Puis la situation aussi à Gaza qui a beaucoup dominé cette campagne. En France, c'était c'est la première élection nationale, intermédiaire, depuis la réélection du président Macron en 2022. Donc ça fait qu'il y a eu une certaine abstention. Mais les Français ont tranché et ils ont porté le Rassemblement national, comme les sondages le disaient, en tête de ce scrutin. Le président a tiré les leçons de ce scrutin en prononçant la dissolution, qui est son pouvoir discrétionnaire conformément à l'article 12 de la Constitution. C'est assez paradoxal parce que ce même
écartait cette possibilité étant donné que les élections européennes n'ont pas d'incidence directe sur les élections nationales, sur la configuration politique nationale. Oui. Donc, nous, en tant que journalistes, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a cédé à la demande. La dissolution, c'est une demande de Jordan Bardella. Donc, avec Marine Le Pen. Donc, il a cédé à la demande de Jordan Bardella. Il a fait une conférence de presse où il a tenté de s'expliquer, nous disant qu'il était temps de clarifier les choses, que les Français avaient besoin de choisir. Bon, moi, je trouve que c'est assez baroque dans la mesure où ils ont envoyé un message très clair avec les résultats qu'on a reçus. Maintenant, pour répondre à votre question, excusez-moi d'élargir un peu, mais pour répondre à votre question, les candidats étaient dans une dynamique assez intéressante. Ils voulaient surtout sanctionner le régime en place. Il y a eu une volonté de nationaliser cette élection, qui est avant tout une élection européenne. Les écologistes ont voulu faire de ça la grande cause de l'écologie au niveau européen. Ils ont voulu défendre le pacte vert, ils ont demandé des aménagements. Vous savez que les écologistes ont souffert d'un bashing avec la crise agricole qu'on a pu voir un peu partout dans nos rues, dans les capitales européennes. On avait les gens de la majorité qui ont voulu démontrer qu'ils étaient le centre de gravité à Bruxelles. Le Rassemblement national qui voulait mettre en place son nouveau projet d'Europe des nations. Donc oui, il y avait une vraie dynamique de changement et surtout de sanctions du pouvoir en place. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé le 9 juin au soir. Et le président a tiré les conclusions, même si il nous fait sauter dans le vide sans parachute. OK. Alors, Karassoli, au vu de tout ce qui vient d'être expliqué par M. Gay, selon vous, quel parti semble avoir le plus de soutien d'après vos observations? Justement, parce que c'est à partir de ces élections européennes où tout est venu. Et donc, quand le Rassemblement national a raflé quasiment la mise, eh bien, je crois que ça a fait un véritable séisme dans le microcosme politique français. Et le président de la République en a tiré les conséquences pour dissoudre l'Assemblée nationale. Mais tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas le moment. Que ce n'est pas le moment, d'une part, et parce que c'est déjà le Rassemblement national. Mais s'il n'avait pas fait, comme dit Carlyle, enfin, à la demande de Bardella, si le président ne l'avait pas fait, oui, mais si on doit accepter... Il n'était pas obligé aussi de le faire. Justement, il n'était pas obligé de le faire. François Hollande a subi une sanction, Sarkozy aussi a subi une sanction. Voilà. Si on accepte la demande de tout le monde, eh bien, je crois que c'est lui-même qui doit démissionner. Parce que Bardella n'a pas dit seulement qu'il doit dissoudre l'Assemblée nationale, mais maintenant, le Rassemblement national suggère que le président lui-même doit mettre son mandat en jeu. Il y a l'article 16, je crois, je pense que, au fait, c'est de la politique, c'est de la tactique. Voilà. Il fallait envoyer un message fort. Voilà. Tout ce qu'ils pouvaient demander, c'est la dissolution. Mais ils ne s'attendaient pas un instant à une dissolution. Voilà. Donc, le RN, le Rassemblement national, a voulu nationaliser le scrutin. Voilà. Et le président a cédé. Il est tombé dans le piège. Ou bien il est tombé dans le piège. Mais là, il ouvre encore un nouveau piège. C'est-à-dire, il leur dit, vous voulez la dissolution? Bah, on y va alors. Et M. Bardella, il s'en rend compte. Et il dit aujourd'hui que s'il n'a pas la majorité absolue, il ne va pas à Matignon. Il ne va pas à la primature. Et je ne pense pas que le RN aujourd'hui a la volonté d'aller à Matignon pour griller ses cartouches, parce que le pays est dans un état catastrophique. Et dans tous les projets qu'on a voulu, on ne va pas les mettre en place. Alors, je vais tourner vers Sébastien. Alors, dites-moi, quel impact, je voulais savoir quel impact cette dissolution pourrait-elle avoir sur le paysage politique français? Vous qui êtes politique et candidat d'ailleurs. C'est un changement complet qu'on est en train de vivre, en effet. Ce qu'a dit monsieur est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un danger de guerre mondiale proche de chez nous. On a 3 dangers pour moi en France. On a l'extrême droite, on a l'extrême centre de monsieur Macron et l'extrême gauche. Puisque l'extrême tout est extrême en fait, chez vous. L'extrême centre et l'extrême droite sont tous pour un soutien indéfectible à l'Ukraine, envoyer des armes. M. Macron a même parlé d'envoyer des troupes. Vous êtes contre l'envoi des armes en Ukraine? Tout à fait. Il faut immédiatement négocier des accords de paix. Il faut négocier des accords de paix immédiats et arrêter d'utiliser les Ukrainiens comme de la chair à canon. Parce beaucoup de Français pensent que l'Ukraine a été agressée. Donc je suis d'accord, mais il faut des accords de paix. C'est ce que proposent d'ailleurs tous les pays du monde. Tout le Sud planétaire, la Chine, tous ces pays-là se battent pour qu'il y ait des accords de paix. Il y a même eu une conférence récemment en Suisse sur cette question. Donc, et
tous nos candidats aujourd'hui sont en train de soutenir l'armement continuel de l'Ukraine. Donc il faut, ça c'est un vrai danger, c'est pour ça que je suis candidat pour dénoncer ces guerres de l'OTAN. Et en effet, on vit un bouleversement politique en France et Macron n'a pas été surpris par le résultat des élections. Bien avant, on savait à l'intérieur de l'Élysée qu'il y avait une ambiance de fin de règne, que M. Macron a échoué quasiment sur toute la ligne, avec l'explosion de la dette, l'explosion de la pauvreté. Pourtant, le taux de chômage a baissé quand même, il faut le reconnaître. Oui, ça dépend ce qu'on a. Oui, alors le taux de chômage, nominalement, oui. Par contre, de 10 à 7%, par contre, la pauvreté, elle a augmenté en France. Donc c'est à ça aussi qu'on juge, si vous voulez, le résultat d'une politique. Donc Macron était en fin de règne. Ça faisait plusieurs mois qu'il préparait avec un cabinet secret cette dissolution. Donc il n'est pas surpris. Et aujourd'hui, il met le pays dans une situation qui est absolument chaotique, avec en effet un danger d'avoir le Rassemblement national avec une majorité absolue, ce qui est tout à fait possible, je pense, et donc avec son programme. Et évidemment, si elle n'a pas la majorité absolue, on aura des majorités relatives qui seront incapables de s'entendre parce que l'extrême gauche et l'extrême droite ne pourront jamais coopérer. Et ce qu'on appelait les Républicains avant, ou ce qu'il en reste, avec le ralliement de M. Ciotti au Rassemblement national, sera dans l'impossibilité de faire l'équilibre avec l'extrême centre. Donc on est dans une situation qui va être ingouvernable, dans un monde chaotique et à l'arrivée, avec les Jeux Olympiques qui vont arriver, donc c'est une décision, comme tout le monde la qualifie, assez saugrenue qu'a pris M. Macron en exigeant la dissolution de l'Assemblée nationale. Merci Sébastien. Carla, vous avez... De toutes les façons, voilà. Il y aurait eu une dissolution parce que il y avait une motion de censure qui pesait sur la tête du gouvernement à l'automne, à l'occasion de l'examen du budget. Le Premier ministre n'a pas démissionné. Non, mais M. Attal n'a pas démissionné non plus. Bien sûr, mais il y aurait une motion de censure à l'automne, au moment de l'examen du budget. Les LR ont dit qu'ils allaient sanctionner le gouvernement. Donc, il allait avoir une dissolution. Est-ce que LR résiste encore avec le départ de M. Ciotti? Attention, c'est assez compliqué. Il est encore, aux yeux de la loi, il est encore président du parti, mais il y a eu l'éclatement, effectivement, de ce parti gaulliste-là avec cette volonté de M. Ciotti d'aller faire l'union de droite, ce qui est assez encore paradoxal, parce que Marine Le Pen, dans le Figaro, disait qu'elle n'est pas de droite. Donc, bon, elle dit qu'elle est patriote. Mais lui, il parle encore d'union de droite. Et en plus, vous savez, les Républicains, malheureusement, ne sont plus gaullistes depuis très longtemps, parce que De Gaulle avait sorti la France du commandement intégré de l'OTAN. Les Républicains nous y ont remis avec Sarkozy. Monsieur De Gaulle prenait une politique d'industrialisation du pays via une banque nationale. Aujourd'hui, on est dans les bras de la Banque centrale qui est indépendante et totalement soumis à une Europe des marchés financiers. Donc, si les Républicains sont gaullistes, moi, je suis la reviendra sur non, mais je peux partager ce point de vue. Et même si on veut faire encore une lecture des institutions. Oui. Vous savez, moi je lisais Alain Pierrefitte il n'y a pas longtemps, vu l'actualité qu'on a aujourd'hui. Alain Pierrefitte, le général de Gaulle s'est beaucoup confié à Alain Pierrefitte. Pour le général de Gaulle, la cohabitation, ce n'est pas ce qu'on envisage aujourd'hui. C'est-à-dire le président qui est à l'Élysée, le Premier ministre qui dirige, qui gouverne le pays. Ah non! La cohabitation pour le général de Gaulle, en tout cas j'ai vu d'autres spectateurs, Alain Pierrefitte, la cohabitation, c'est un exécutif fort face à un Parlement qui est rationalisé. Exactement. Donc c'était pas... parce que c'est pour ça que le général de Gaulle, en 1969, il prend conscience du rejet à travers le référendum et il part. Mais comment vous expliquez la vote face de M. Bardella? S'il n'a pas la majorité absolue, il ne va pas aller à Matignon. Mais a-t-il peur ou... Non, mais ils savent très bien que c'est ingouvernable. On a vu que Mme Borne, qui a fait passer des tests avec 49.3, oui. Et puis pour aller chercher, aujourd'hui dans ce cas de majorité relative, en fait la 5e, c'est ça sa force aujourd'hui. Moi, je suis un fan de la 5e République. Elle a une certaine souplesse, mais il faut être fin pour être à Matignon. M. Bardella, il n'a pas été maire, il n'a jamais dirigé un exécutif. Au fait, la politique, ce n'est pas comme ça. Il y a toujours un échelon, on apprend un peu et puis on arrive. Matignon, c'est pas un jardin, quoi. En fait, il faut être sérieux quand on fait de la politique. Vote face de M. Bardella, terminez, Carla. Et pourquoi on fait de la politique, il faut vraiment mettre du sérieux. Il y a deux processus. Le processus ascendant, il y a ceux qui, comme Macron, qui n'ont pas été maires, qui n'ont pas été députés, qui ont été ministres et qui essaient d'analyser. Je pense que là, peut-être vous faites fausse route, mais l'ancien président français, Hollande, il n'a pas été ministre, mais il a été président. Mais je dis, il y a deux sortes d'accès, pour moi, au pouvoir. Il y a la forme ascendante, c'est-à-dire tu peux déjà rentrer dans le corps intermédiaire de l'État
et accéder à la fonction présidentielle ou même ministérielle, où tu peux être un élu local, comme certains. Monsieur Hollande, il fait d'abord sa formation en Corrèze, et là, en plus, il retourne. Il retourne, oui. Mais en fait, la politique, c'est ça. C'est d'abord les petits pas. Même M. Sarkozy, il commence à Neuilly. C'est là qu'il se fait connaître. Bon, je ne dis pas que là qu'il se fait connaître que tel, mais bon, il y a eu une affaire qui est un peu emblématique, l'affaire de l'otage à Neuilly, où il négocie avec voilà, les ravisseurs. Oui. C'est des moments assez forts qui font de la politique. M. Bardella, franchement, il se rend compte aujourd'hui qu'il est au point du pouvoir et que les choses ne sont pas comme il avait prévu. Voilà. Est-ce que vous pensez la même chose? Bon, de toute façon, avant d'arriver dans le programme du RN, en tout cas, ça va faire partie de notre deuxième discussion. Est-ce que vous pensez que Bardella volte-face par rapport à... mais le Front National, moi je l'appelle toujours Front National parce que de toutes les façons... C'est Rassemblement National. On dit Rassemblement National, je suis d'accord. Et de toute façon, c'est la même idéologie. Ce sont vos propos. Voilà, ça n'a pas changé. Donc, c'est pas un parti de pouvoir. C'est pas un parti qui peut exercer le pouvoir. Le fondateur historique de cette idéologie, enfin du Front National, Jean-Marie Le Pen. Mais comment expliquez-vous que 42% des Français ont voté pour Marine Le Pen aux élections précédentes? Voilà, justement, mais eux, ils veulent exister, mais quand il s'agit du pouvoir, parce que même Jean-Marie Le Pen, quand il est arrivé au deuxième tour des présidentielles face à Jacques Chirac, il était tétanisé. Il était étonné, il ne s'attendait pas à ça. Il voulait être faiseur de roi, mais il ne voulait pas être eux-mêmes roi. Non. Donc, je pense qu'il y a une réaction de l'autre côté. Je pense qu'aujourd'hui, déjà sur la question des électeurs, ceux qui ont voté le RN, ils ont 89 députés à l'Assemblée nationale, il ne faut pas négliger ce fait. Tout à fait. Moi, au fait, Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, a eu une phrase excellente. Il dit le RN, c'est le parti qui vient présenter les condoléances. Ils profitent d'une virginité. Ils n'ont jamais été au pouvoir. Les voisins se disent, tous ceux-là, la gauche, la droite, on les a vus, le centre, l'extrême centre, comme vous dites, mais ils n'ont rien fait. Et le député du RN, comme ils n'ont jamais été au pouvoir, ils profitent, ils ont une virginité en matière électorale, tout ça. Donc, il faut respecter le choix des Français. Mais ce n'est pas pour dire que ceux qui votent le RN sont des fascistes. Moi, je ne pense pas. Oui. Mais c'est passé alors 42%. Fasciste ou pas, 42%, on a bien noté cela aux élections présidentielles dernières, qui ont voté pour, les Français qui ont voté pour Marine Le Pen. Aujourd'hui, ils sont aux portes de l'Élysée, de Matignon, Palais Bourbon, tout ça. Qu'en dites-vous ? Déjà, je vais revenir sur ce qui a été dit. En effet, aujourd'hui, on a un système politique qui, depuis une quarantaine d'années, produit des hommes politiques de caoutchouc. On le voit avec Bardella ou Gabriel Attal, M. Séjourné, le ministre des Affaires étrangères. C'est les copains. Sciences Po est devenu une usine à produire des bébés politiques, tous plus incompétents les uns que les autres. Et en effet, quand on regarde, par exemple, les candidats qu'a choisi le Rassemblement national pour les élections législatives, c'est un fiasco total. Ils sont incapables de défendre le programme. Donc, c'est quand même caractéristique. Ils ne savent pas chiffrer, ils ne savent pas leur programme. Donc, on voit bien qu'il va y avoir un problème de fond parce que, en effet, ce système politique a écarté les gens intelligents, les gens compétents, les gens qui défendaient ce pays, à l'avantage de leurs amis, de leurs copains. Et donc, aujourd'hui, on a un système où, en effet, les gens sont incompétents à gouverner et malheureusement, on le voit dans tous les partis. Je reviens sur les conséquences. Les conséquences, elles sont dures à évaluer parce que, si vous voulez, le Rassemblement national a changé 15 fois son programme. Il était ultra-libéral sous Jean-Marie Le Pen. Il est devenu protectionniste quand on a eu la désindustrialisation. Après, il est devenu anti-européen. Après, il est revenu pour l'Europe. Et maintenant, il est pour l'Europe et pour l'OTAN. On ne sait pas si... Pareil, donc, voilà. Vous voulez dire que le RN, c'est devenu un parti de gauche ? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que la gauche a une histoire, une idéologie. Je dirais que le Rassemblement national, c'est plutôt le parti du vent. Et en fonction de là où le vent tourne, la girouette s'adapte. Mais par contre, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le RN se partage les électeurs de M. Mélenchon. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça que je vous demande si le RN est devenu un parti de gauche. Moi, j'ai reçu Nicolas B, qui est heureux député, qui était membre du parti Reconquête d'Éric Zemmour, qui a dit à notre antenne que Marine Le Pen est de gauche. Bien sûr. Ah.
Marine Le Pen de gauche. Pensez-vous que Marine Mais Le Pen vous savez, j'ai Le été... président Mitterrand va se tourner dans sa tombe. retourner dans sa Il tombe. était de droite. Mais ce Mitterrand n'était pas de gauche, ce Mitterrand est un homme de droite. Enfin, Merci. si on dit les gens de gauche en général, parce que le Quel type président de gauche, Mitterrand ça? a été élu Sous le Parti socialiste. sous la Mais il n'est pas de bannière gauche. de gauche, et puis en même temps aussi avec un programme de gauche. En tout cas, même si Au moins les deux gens premières disent années. que ça a changé, mais voilà. Mais le RN ne peut jamais être un parti de gauche parce que la gauche, c'est l'humanisme. Donc, ce qu'ils prônent, eux, il n'y a rien d'humanisme là-dedans. Donc, Qu'est-ce que vous reprochez au RN en fait, en gros? eh ben, c'est-à-dire que si le RN arrive au pouvoir en France, Oui. et Roca, je vous assure que la France sera isolée. Complètement isolée. Ça, il faut le savoir. Exprimez-vous. Il faut le savoir. Exprimez-vous. Oui, la France sera isolée. C'est-à-dire que les grandes nations démocratiques mettront la France au banc des nations. C'est-à-dire qu'elle ne sera respectée nulle part. Parce qu'aujourd'hui, déjà, Macron a des difficultés en Afrique. Et il est moins écouté. Et donc, surtout si c'est le Front National qui arrive, vous croyez que les dirigeants africains vont accepter d'être sous la coupe des fachos, des fascistes? Madame Non, Le Pen jamais. Madame Le Pen a rencontré M. Macky Sall au Sénégal. Donc cet argument ne passe pas. L'accueil était plutôt bienveillant. Donc on a vu comment les femmes sénégalaises lui ont mis des... Le nouveau gouvernement a reçu Mélenchon quand ils ont été élus, donc les choses changent aussi. Et je dis encore que M. Bardella a remporté au Gabon les élections européennes. Donc, pour préciser les choses. Pour combattre le RN, il ne faut pas utiliser ces arguments-là. Pour moi, ça ne passe plus aujourd'hui. Madame Mélanie, en Italie, pour nos téléspectateurs, qui brandissait le biais franc CFA, effectivement, qui est en train de recruter beaucoup d'immigrés. Donc vous voyez que ce n'est pas possible. En fait, c'est un système. Quand tu arrives à la tête de l'État, même au Sénégal, pour permettre-moi ce petit aparté là, on a vu son cours assez zélé en arrivant. Oui. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une certaine tranquillité, il fait les autres. La température. Et tout. C'est bien beau quand tu es dans l'opposition de les critiquer, mais lorsque tu es aux affaires, c'est différent parce que l'État, c'est un appareil assez complexe. Alors, Carla, j'aimerais savoir, donc vous êtes en train de dire que le RN, je n'ai pas dit ça. Je dis juste que les arguments utilisés pour combattre le Rassemblement national sont obsolètes aujourd'hui. La meilleure réponse, c'est quoi? Il faut qu'ils aillent aux affaires. Pour vous, le RN est un parti normal. Je n'ai pas dit que le RN est un parti. Mais au fait, déjà, moi, je ne suis pas français, je ne suis pas français, donc les Français sont souverains, ils choisissent ce qu'ils veulent. Nous, on n'a pas dit que telle personne est fasciste, quoi que ce soit. Moi, je dis juste, si je dois apporter une critique au RN, c'est qu'ils n'ont pas la compétence pour gérer l'État. C'est ce que j'ai dit en début d'émission. J'ai dit, M. Bardella, pour moi, qui est totalement absent au Parlement européen, qui n'a produit aucun rapport, qui n'a eu aucun impact sur la politique européenne, ne pas en mesure de diriger ce pays-là. Vous partagez l'avis de... La question... Je le partage à une différence près. Pourtant, M. Bardella, c'est quelqu'un de réfléchi quand il s'exprime. Ah, c'est une très belle... on dirait une intelligence artificielle, tellement il parle bien, vous voyez. Il a bien appris son programme, on dirait un disque dur comme Gabriel Attal, il parle très très bien, mais quand on voit les résultats de la Macronie avec les beaux discours, on peut s'attendre aux mêmes résultats avec les beaux discours du Rassemblement national. Mais un autre point qui est très important, on s'adapte à ce débat. Or, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a plus de dirigeants aujourd'hui compétents. Il s'adapte au système pour être élu. Et Mélanie a fait en effet la même chose. Elle a dit je vais sortir de l'OTAN, de l'euro, je vais sortir de l'Union européenne. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle était attaquée pour cela, donc elle s'est adaptée. Aujourd'hui, on a une mélonisation du Rassemblement national et on les voit déjà revenir sur leurs réformes de la retraite et ainsi de suite. l'OTAN, M. Bardella, et bien d'autres. Il y a l'OTAN. Et donc, on ne peut pas s'adapter. C'est pour ça que je suis candidat. On a vu Mme Mélanie brûler, enfin pas brûler, montrer le franc CFA. Quelle est votre motivation pour être candidat? Elle a montré un franc CFA. Or, avec Jacques Cheminade, ça fait 20 ans qu'on explique qu'il faut sortir du franc CFA. Aujourd'hui, elle est aux affaires, elle n'en parle plus, elle veut un partenariat soi-disant d'égal à égal avec l'Afrique. En plus, elle a provoqué un sommet avec les États africains. Oui, mais sans proposer un seul projet. Moi, dans ma candidature, pour la circonscription, je propose des programmes, des grands projets industriels, relier toutes les capitales africaines de l'Afrique de l'Ouest par des trains à grande vitesse. Faire le projet Transaqua pour revitaliser le lac Tchad, vous savez, qui est en train de disparaître. Il y a 3 millions de personnes qui sont déplacées dans la région. 3 millions de personnes qui ont dû fuir, aller se jeter dans la Méditerranée ou se faire esclavager en Libye. Donc 3 millions de personnes qui doivent fuir. Donc moi, je propose de revitaliser ce lac avec le président du Niger, de créer des zones agro-industrielles, de relier les capitales africaines par des trains à grande vitesse, de faire du Mali le grenier alimentaire de l'Afrique de l'Ouest, parce que vous savez que c'est un potentiel très grand. D'ailleurs, le président Kadhafi, en 2008,
avait lancé le projet Malibia, avec le Mali et la Libye, pour justement faire du Mali le grenier alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. C'est un projet très important. On sait ce qui est arrivé à M. Kadhafi, les forces de l'OTAN l'ont assassiné. Donc voilà, donc, quand on voit des dirigeants comme Marine Le Pen, Jordan Bardella ou Meloni dire on veut un nouveau partenariat avec l'Afrique, mais ne propose pas de sortir du CFA explicitement, ne propose pas une politique de développement réelle avec des projets concrets, on retourne dans le même cinéma de partenariat, d'égal à égal. Et voilà, donc moi, ma candidature, c'est de dire aux Français, on va mettre vos compétences en action pour faire ces projets d'infrastructure. Vous savez, 11 des 16 pays de ma circonscription, 11 des 16 pays de ma circonscription sont classés parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète. Le Niger n'a même pas 12% de gens qui ont accès à l'électricité, alors qu'il nous donne de l'uranium. Exactement. Voilà. C'est le ce Mali que je... où j'étais, comment ça s'explique tout ce paradoxe en fait? Ben, ça, c'est pas un paradoxe. Ça s'appelle le néocolonialisme. Ces pays sont sous tutelle du franc CFA, ils n'ont ni accès à leur crédit, ni à leur monnaie, ni à leur dette, ni à leur économie. Donc ils sont sous contrôle, on pille leurs ressources, il n'y a pas de projet de développement. Donc il faut arrêter ce néocolonialisme et proposer des vrais projets. La France est compétente dans l'agriculture. Vous avez vu que le Burkina Faso veut lancer un programme nucléaire. Avec qui elle va le faire? Avec la Russie. Pourquoi? Parce que la France n'a jamais voulu développer le Burkina Faso. Thomas Sankara lui-même disait on va lancer un astronaute dans l'espace, on va développer une station spatiale en Afrique. Il proposait tout cela il a été également assassiné. Donc il faut remettre tous ces projets sur la table. Parce que c'est ça qui a fait que ces derniers temps, au Burkina Faso, il y a eu ces tentatives de coup d'État pour assassiner... Alors, on n'a pas plus d'infos dessus. Moi, je pense qu'il faut rester très prudent pour ça. Voilà. Alors qu'il y ait eu une tentative récente, je ne sais pas. Par contre, qu'il y ait une volonté de le faire déstabiliser tomber encore, et de le faire déstabiliser. Par contre, elle existe. Aux 2 rues de l'Élysée, ça, je peux vous dire qu'elle est très très forte. Je ne veux pas confirmer ce propos, vos propos vous engagent. C'est le narratif du pouvoir burkinabé. Exactement. Qui a déjà essayé de pouvoir de mettre en place un coup. Je vous remercie, Carlyle, pour cet éclaircissement. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de cette édition. Donc, on va se retrouver après la pause publicitaire. Bienvenue dans l'univers de Noah Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission À vous de convaincre. Donc, nous poursuivons avec le programme du Rassemblement national qui se voit déjà aux portes de l'Élysée ou de Matignon, bien entendu. Sébastien, nous avons parlé d'une manière globale de la dissolution de l'Assemblée nationale, des élections européennes, comment le RN est arrivé en tête. Aujourd'hui, dites-nous, pourquoi vous êtes engagé à être candidat pour les législatives prochaines? Alors, moi je suis candidat parce que je travaille depuis une vingtaine d'années sur les questions africaines. Comme je l'ai dit, on travaille sur une politique de grands projets pour le continent africain. J'ai présenté ça au Mali, j'ai présenté ça en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Algérie, dans beaucoup de pays, pour justement mettre fin justement à la politique française qui a été menée depuis les indépendances en Afrique, à savoir une politique d'accords militaires qui ont empêché les pays d'avoir leur propre armée de métier, comme disait De Gaulle, et donc se retrouver dans une situation catastrophique quand le terrorisme a déferlé dans cette région du Sahel à cause de la guerre en Libye. Évidemment, les accords de coopération monétaire, je l'ai dit, le franc CFA, qui a appauvri ces pays. Et ensuite... N'est-il pas là l'argument de Mme Meloni en Italie, que le franc CFA... mais elle a raison là-dessus. Elle a tout à fait raison. Oui. Comme je l'ai dit, 11 des pays qui ont le CFA dans la région sont tous parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète, Donc selon les Nations Unies. Pour vous, c'est la conséquence. C'est le franc CFA qui cause cette pauvreté, vous pensez vraiment? Bien sûr. N'est-il pas là la responsabilité des dirigeants africains? Ah ouais, je pense pas. Ah ben si, oui, je vais prendre un exemple. Prenons un exemple. Modibo Keïta. Oui. Il a abrogé le 30 janvier 1962, je crois, le franc CFA. Il a créé une banque nationale disant que la monnaie, ça fait partie de la souveraineté d'un pays.
à partir de là, lancé une grande politique d'industrialisation de son pays. Il a fait des conserveries, il a créé une compagnie aérienne, des chemins de fer, des réseaux d'eau potable. Il a lancé une vraie politique d'industrialisation. Malheureusement, la France l'a dégagé, si on veut le dire. Il a fini en prison et il est mort en prison. Mais à l'époque, il a essayé de sortir du franc CFA et il a lancé une grande politique de développement. Sankara avait la même intention, c'est pareil, il a connu le même sort. Donc en effet, le franc CFA, ce n'est pas l'unique problème. Le problème, c'est le néocolonialisme. Et donc quand les pays veulent se développer, ils se retrouvent souvent soit assassinés, soit il y a un coup d'État. Souveraineté monétaire. Carla, qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Bah écoutez, c'est la question du franc CFA, je ne suis pas un expert. Hein. Avec Mélanie, bien entendu, qui est aux affaires aujourd'hui. Madame Mélanie, elle a cette ambition d'aller séduire le continent. Déjà, pour la première raison, c'est l'immigration, freiner l'immigration, parce qu'elle a une très bonne approche, selon moi. Hein. On peut être en désaccord avec Cara. Mais le vrai problème de l'immigration, selon moi, c'est la base. Pourquoi les gens quittent leur pays? Pourquoi les gens prennent le risque de mourir à Lampedusa dans la Méditerranée? Le bien-être, le vivre mieux. La vie, c'est pas pour longtemps, quoi. Donc, il y a un petit souci. Oui. C'est parce qu'ils n'ont pas les libertés, en premier lieu, chez eux. Il faut dire les choses clairement. Nous, par exemple, journalistes, parce qu'on a la possibilité d'aller faire des débats chez nous comme ça et rentrer chez nous en toute liberté, il y a aussi un problème de ce genre. Et la prospérité aussi n'y est pas. Quand on interroge les gens... La sécurité. Oui, même si quand on interroge les gens aux abords, la majorité des Ivoiriens, malheureusement, ils disent « on vient chercher nos richesses que vous avez prises ». Mais vous pensez pas qu'ils ont raison? Bah, je ne sais pas s'ils ont raison, ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Mais ce que je fais comprendre ici à nos téléspectateurs, c'est que le problème, il vient déjà de la base. Moi, je me dis, si on est bien chez soi, les Français ne quittent pas la France pour aller en Afrique. Il n'y a pas d'immigration, donc c'est parce qu'ils sont bien ici, en quelque sorte, qu'ils sont encore là. Donc si les Africains quittent chez eux pour venir, c'est qu'il y a une raison fondamentale. La raison fondamentale, c'est d'abord la stabilité, la tranquillité qu'ils n'ont pas dans leur pays. Donc, une fois qu'on permet aux Africains de mieux se développer, c'est l'avantage. C'est mieux qu'on reste chez nous pour développer aussi des médias, pour développer le tourisme, l'industrie, pourquoi pas. Le président gabonais, lorsqu'il arrive ici, il reçoit les jeunes à Noisy, pardon, à la diaspora, il dit « revenez à la maison, revenez bâtir, revenez retour construire, retour au pays ». Il a conscience qu'on est mieux chez soi et c'est une source de richesse. Exactement. Et donc, il faut permettre aux Africains de pouvoir mieux se développer. Donc, c'est l'approche que Mme Mélanie a, il faut la saluer, au-delà de toute... ces idéologies. Et vous pensez que Mme Le Pen a la même idéologie que Mme Mélanie pour que les Africains rentrent chez eux, pour éviter, bien entendu, la fuite des cerveaux, pour que l'Afrique ne soit pas dépouillée par rapport à ses ressources. Bon, Mme Le Pen, c'est vraiment c'est le flou, c'est ça le problème. Ah, donc Mme Le Pen n'est pas aussi claire que Mme Mélanie. Le Pen, c'est le flou. Et Mme Mélanie n'est pas claire, je peux vous dire. En fait, Mme Mélanie, elle ne propose aucun projet de développement. Vous dites que Mme Mélanie est claire. Mme Mélanie, elle a organisé, pardon, mais oui, parce qu'elle a une responsabilité. Oui. Donc, Mme Le Pen, elle est opposante, Mme Mélanie a une responsabilité. Et elle organise le sommet avec l'Afrique, avec l'aide, si je me trompe, on me corrigera, mais de... comment il s'appelle? Le président de... Mario Giraud, que nous avons reçu ici, qui est très connu de la Fondation Saint-Egidio. Oui, l'Italien. Oui, voilà. Exactement. Un service ministre des Affaires étrangères. Oui. Elle organise ce sommet avec lui pour se rapprocher du continent. Mais comme je dis, dans l'intention aussi de freiner l'immigration, parce qu'elle a compris le vrai problème, c'est la pauvreté en Afrique, c'est l'absence de liberté. Donc, une fois qu'on a réussi à répondre à ce problème, franchement, je pense qu'on aura résolu ce problème. La question du franc CFA, elle est assez complexe. Il y a une réforme de l'éco qui a été engagée. Je pense qu'on était sur le bon chemin. Oui. Il faut aller un peu plus vite, plus fort. Oui. Le Nigeria a compris. Mais vous voyez, pour des pays assez riches comme le Nigeria, tomber un peu dans le vide comme ça, dans des procédures pas trop, un peu encore floues, ambiguës, il faut dire les choses clairement. C'est assez difficile. Donc, il faut aller en profondeur, il faut expliquer, il faut faire un travail de pédagogie, mais sortir dans la rue et brûler un billet de franc CFA, je ne suis pas sûr que ça ramènera la souveraineté. Et puis, pour répondre à monsieur le candidat, je ne pense pas que si les pays africains sont pauvres, c'est parce qu'il y a le franc CFA. Peut-être qu'il y a un problème de gestion aussi. Les pays africains sont-ils pauvres parce qu'il y a le franc CFA, monsieur Karasouli? Il y a le franc... Après, nous allons revenir effectivement sur le programme de Mme. Oui, il y a le franc CFA, bien sûr. Le franc CFA prend une part importante. Bon, il y a aussi la mauvaise gestion de nos dirigeants, parce qu'on parle souvent de détournement de deniers publics et on parle souvent de la dette énormément. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour aujourd'hui la pauvreté de l'Afrique. Et ce qu'il a dit, c'est que 11 pays
de la zone CFA soit parmi les 30 pays les plus pauvres du monde, eh bien, c'est quand même significatif. Donc, on peut aussi mettre le franc CFA en cause. Mais ils le savent, de toute façon, qu'il faut en sortir. Et c'est décidé, je pense, que maintenant, en 2027, parce qu'ils ont fixé un calendrier, en 2017, que la zone UEMOA, c'est-à-dire la zone de l'Afrique de l'Ouest, sortira du franc CFA pour rentrer dans l'éco. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas, les grands pays comme le Nigeria, comme le Ghana, est-ce qu'eux, ils ne se pressent pas trop pour l'éco parce qu'ils veulent... Ils ont une monnaie qui est assez stable. Voilà, ils veulent gérer leur propre monnaie. C'est clair. Ils ont pris goût, ils ont l'habitude. Bon, maintenant, si la situation s'impose, eh bien, je crois que ça doit se faire. Moi, j'avais une question pour monsieur. Est-ce que vous avez chiffré dans vos études le coût de la sortie du franc CFA pour les pays africains? Voilà. Si les 14, les 15 pays sortent du franc CFA, ça va se chiffrer en centaines de milliards de recettes. C'est-à-dire parce que ce n'est pas le CFA comme mécanisme le problème. Le problème, c'est ce que je disais, quand Modibo Keïta crée la Banque nationale, il émet du crédit pour faire des projets d'infrastructure. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Le projet que je propose... Mais la France va perdre quand même. Oui, vous pensez que vous êtes aux affaires, la France, le franc CFA est banni, vous êtes aux affaires, vous perdez, vous allez gérer. Comment vous allez gérer? Nous, on va faire d'autres programmes en France, il n'y a pas de souci. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que là-bas, si vous voulez, ils pourront à nouveau faire des crédits publics avec des banques nationales pour créer justement des infrastructures. Vous savez, le train entre Nairobi et Mombasa qui a fait beaucoup de bruit, 5 milliards de coûts, c'est le train. En dollars 5 milliards de dollars, je pense. Oui. Ça va rapporter 4 à 5 fois plus. Ça a créé plus de 50 000 emplois directs et indirects. C'est-à-dire que ce genre de projet d'infrastructure, à chaque fois on me dit combien ça coûte. Mais moi je dis non, combien ça rapporte. Ce sont des projets qui sont extrêmement productifs, qui créent des emplois pour les jeunes, qui mettent les ingénieurs au travail et qui justement permet de développer le continent. Donc ça c'est un facteur très important. Aujourd'hui, avec le CFA, vous avez des dirigeants africains qui ont plus d'argent sur leur compte en banque en Suisse que n'est dépensé pour la santé et l'éducation dans le pays. Donc ce n'est pas le CFA en soi, c'est le système, ceux qui défendent ce système et les gens qui sont mis en place en Afrique pour défendre ce système. Il est là le vrai problème, ce n'est pas la monnaie. Vous savez, on peut utiliser n'importe quelle monnaie pour faire un train ou ouvrir un bordel. Ce n'est pas la même philosophie. Carline, alors vous avez rencontré, comme je le disais à l'entame de cette émission, beaucoup de candidats sur le plateau, face à face, ici, dans les locaux de Global Africa. Quelles sont les réactions des électeurs, si vous êtes dans la rue, par rapport au programme de RN? La question est assez pertinente. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pense pas que les gens vont voter aujourd'hui pour un programme. Ces élections, déjà les Européens, c'était un vote sanction. Les gens s'en fichaient des programmes. Parce que si tu prends les programmes... Non, il faut sanctionner Macron. Les Européens, parce qu'il a utilisé 49... 49.3. Non, 49 fois le c'est ça, il faut le sanctionner pour ça. Non, attention, je vais préciser les choses. J'ai dit que ces élections, c'était les premières élections nationales, donc intermédiaires depuis la réélection du président. Aux États-Unis, on a les midterms, donc on peut sanctionner la majorité au cours du mandat. Ici, c'est à travers les élections européennes qu'on dit au président... Il a encore 2 ans, Macron. Ce que tu fais, on n'aime pas. Tu vois, en fait, c'était un message qu'il avait reçu, comme il a dit, c'est un coup de pied aux fesses, quoi, qu'il avait reçu, qu'il n'était pas obligé de dire non, on ne refera pas encore le film. Mais là, c'était vraiment ça, c'était pas vraiment le programme. Parce que quand tu prends le programme du Rassemblement national, franchement... Ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Ça, c'est le programme des législatives. Il veut, bon, franchement, je ne sais plus, c'est 60 ans, 64 ans, 62 ans. Est-ce que c'est tenable? M. Badela, c'est une pirouette. Non, ce n'est pas possible. La France a été sanctionnée encore, a été épinglée par la Commission européenne. Vous êtes journaliste, vous êtes dans la rue, vous entendez dans les cafés. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que vous savez que les gens qui nous regardent, ils s'en fichent un peu de ce qu'on dit concernant les chiffres? Parce que les élections, pour eux, c'est une manière de s'exprimer. Et il y a autre chose, si je peux. Oui. Je suis d'accord avec vous sur ce point, mais c'est quand même plus profond. Ce n'est pas qu'un vote sanction contre Macron. Non, mais les Européennes surtout, c'était mais même ça. Dans le pays en général, vous savez, moi je viens de Picardie, c'était communiste et gauche. Pendant les villages, c'était 60% PS, 60% communistes. Maintenant, c'est 60% Front National. En 30 ans, c'est passé d'un extrême à l'autre. Et pas simplement pour la sanction,
mais parce que le pays a été désindustrialisé, il y a extrêmement de pauvreté qui s'est développée. C'est une sanction, c'est la sanction. Et donc le Rassemblement national, qui à défaut d'être compétent en politique, ont au moins de très bons communicants, et on fait campagne sur le pouvoir d'achat, et donc en effet les gens perdent du pouvoir d'achat, et donc c'est un vote où ils espèrent pouvoir, avec ce vote contestataire contre Macron certes, mais aussi avec l'espoir d'avoir une politique différente et de retrouver du pouvoir d'achat. Donc c'est pas un vote raciste, xénophobe, non, fasciste ou autre. Les Européens... C'est un vote d'espoir, et je le dis ici, un espoir qui sera déçu. Voilà, et donc on peut déjà s'y attendre, comme ça s'est passé avec Mélanie ou Salvini avant, et comment s'appelait le grec qui voulait d'extrême gauche, là, qui voulait Varoufakis. Voilà, tous ces gens-là s'adaptent parce qu'ils n'ont pas les compétences et ils n'ont pas les projets pour réindustrialiser la France ou proposer un vrai partenariat de développement avec l'Afrique. Ils savent très bien que la retraite à 60 ans, 64 ans, que ce soit même le RN ou que ce soit le Front populaire, c'est impossible. Aujourd'hui, même le Front populaire fait aussi demi-tour en disant qu'il n'y aura pas de réforme avant 2027. C'est-à-dire, c'est plus dans l'immédiat. Pourtant, quand tu vois leur programme, ils disent dans les 15 jours, on abolit ça, on abolit ça, on abolit ça. Je te dis, c'est très bien facile de parler étant dans l'opposition, mais lorsqu'on arrive aux affaires et qu'on voit le pays, regardez M. Badla suite au JT de TF1 ce jeudi, mais il se prend une colle de M. Gilles Boulot, d'après M. Gilles Boulot, il veut faire une audite. Mais il oublie qu'en France, tout est déjà clair. C'est la Cour des comptes qui rend des rapports. La Cour des comptes est indépendante et elle sanctionne le gouvernement. Les rapports de la Cour des comptes sont très, très épicés, comme on dit chez nous. Ouais. Alors, le programme de RN avec les pays africains, car... Eh bien, justement, donc... Quelle perspective? Eh ben, vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Eh ben, si jamais je le dis et je le répète, oui. Les électeurs du Front National, sur ce point, je suis d'accord avec vous, ils ne votent pas parce qu'ils sont fachos, parce qu'ils sont fascistes, ou bien... Ils sont fâchés. Il y en a. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés contre le 49. Ils sont fâchés. Ils ne sont pas fachos, ils sont fâchés. Mélenchon disait c'est les fâchés non fachos. Voilà. C'est une belle expression. Oui, c'est vrai. Donc, mais pourquoi... même s'il y a une petite frange là-dedans, et donc les durs à cuire qui sont des fachos complets. Ça existe. Mais la grande majorité, par exemple, les ouvriers aujourd'hui qui votent Front National, ce sont des gens aujourd'hui qui vivent très mal de la situation. Vous voulez parler des Gilets jaunes qui n'ont pas été entendus par le président Macron et qui ont été maltraités. Je ne sais pas s'ils n'ont pas été entendus. Voilà. Est-ce que, selon vous, les Gilets jaunes ont été entendus ou pas? Eh bien, non. Non, mais je pose la question à Carla. Est-ce que les Gilets jaunes ont été entendus? Ils ont été maltraités. Non. Même pas entendus, maltraités. On ne va pas refaire le film. Les Gilets jaunes, la chute des Gilets jaunes, c'est la faute des Gilets jaunes eux-mêmes. Ils n'étaient pas structurés. Ils disent les choses clairement. Et puis, pardon, mais le président Macron a décaissé. Moi, je ne suis pas pour taper Macron éternellement. Et quand il fait des choses bien, il faut les choses. Oui. Donc, les Gilets jaunes ont été entendus par Macron. Écoutez, il a répondu à certaines préoccupations, mais pas répondre à toutes les préoccupations. Je le dis encore, je le répète. C'est bien de critiquer l'État de l'extérieur, mais lorsqu'on a la machine de l'État entre les mains, c'est compliqué. Il y a des choses qu'on ne peut pas aujourd'hui. Quand il y a eu les Gilets jaunes, je ne te coupe pas, eh bien, Macron a fait une tournée. Le grand débat, il allait parler aux gens. Voilà, le grand débat. Dans des mairies, il a échangé avec les Français. Il a fait énormément de promesses. Oui, qui n'ont pas été tenues, selon vous? Pour les territoires. Oui. Parce que, et ces promesses ont été tenues ou pas, selon vous? Ça n'a pas été tenu. Donc c'est ça, on est en train de le sanctionner. Tous les ans, il va à Marseille pour dire qu'il va lutter contre l'insalubrité. À chaque fois qu'il y a un immeuble qui tombe, rien n'est fait, malheureusement. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que la Ve République, dont vous êtes un fervent défenseur, c'est justement le système qui permet de faire des grandes réformes, qui permet, si on a un président compétent, on peut très bien demain réindustrialiser notre pays. Et les réformes, on peut très bien demain relancer une politique de grands projets industriels, relocaliser nos industries. Donc vous êtes pour la 6e République, comme dit Mélenchon? Moi, je suis pour la 5e République, mais c'est là où j'étais en désaccord, parce qu'il dit quand on arrive au pouvoir, c'est pas pareil, il faut qu'on s'adapte, etc. Moi, je ne pense pas que la 5e République permet justement de faire des changements radicaux qui sont utiles à la population, parce que sinon on va avoir une révolution. Et je peux vous dire, les Gilets jaunes étaient un début de révolution. Ce qui va se passer si le Rassemblement national a la majorité, je peux vous dire que toute l'extrême gauche sera dans la rue, et je ne sais pas la situation que ça va donner. Donc ça sera intenable, ça sera chaotique selon vous? Je réponds sur la 5e. Oui, Carla d'abord. Comme dit le président, le président Pompidou à son époque, ça serait la chienlit. Alors, ça sera la chienlit? Oui, bon, je réponds à ça, mais sur les réformes, il faut dire aussi qu'il y a des politiques publiques qui sont mises dans l'immédiateté.
que des résultats à court terme, mais il y a des politiques aussi sur le long terme. Donc, d'où le projet France 2030 du président Macron. Heureusement qu'il s'est réveillé et qu'il a voulu réindustrialiser le pays avec son discours de Belfort. Mais la politique, ça prend un peu de temps, selon moi. Bon, je ne suis pas là le défenseur du président Macron, mais je dis juste qu'il y a des actions qui mènent aujourd'hui qu'on verra peut-être après. Alors, possible. Macron, il a utilisé tous les leviers, 49.3 comme on l'a dit, mais il y a aussi l'article 16. Pour un Mozart de la finance, il a creusé la dette déjà, et on ne voit pas beaucoup de résultats. S'il n'y a pas de majorité, on sait que Macron peut user de l'article 16 pour gouverner le pays. Pourquoi il va utiliser l'article 16 s'il n'y a pas de majorité? L'article 16, c'est en cas de crise. De crise, voilà. S'il n'y a pas de majorité d'ici... Depuis que Macron est élu, il y a eu la crise du Covid, état d'urgence, la crise des Gilets jaunes, état d'urgence, c'est l'état d'urgence permanent. Donc, bon, ça c'est un autre débat, mais moi je pense que s'il n'y a pas de majorité des deux camps, on va dire. C'est le scénario le plus probable aujourd'hui. En tant que bon gaulliste, pour moi, c'est la démission du président qui s'impose. Parce que le président du général de Gaulle disait quel est ce président élu qui ne peut pas gouverner. Alors, est-ce que, Carla, je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a deux extrémistes, le Front populaire, extrême de gauche, le Rassemblement national, extrême droite. Est-ce que vraiment ce vocable, ça a lieu d'être? Déjà, moi, c'est l'éternel débat. Le ministère de l'Intérieur a classé le Rassemblement national extrême droite avec Éric Ciotti et sa team, et son équipe, pardon, et il a qualifié le Front populaire de la gauche. Donc, c'est le débat. Donc, le Front populaire, ce n'est pas l'extrême gauche. Mais le Conseil d'État a tranché. L'extrême droite, c'est le Rassemblement national et tout. Force reste à la loi. Front populaire, extrême droite ou pas, selon vous? Le Front populaire, extrême droite, extrême gauche. Je l'ai dit, moi, il y a trois extrêmes. L'extrême gauche, dangereux. L'extrême centre, dangereux. Le libéralisme et l'extrême droite, dangereux. Mais en effet, disons, à l'extrême gauche, mais c'est pareil que... Mais il y a le Parti socialiste qui fait partie du Front populaire. Sébastien, quand même. Oui, il y a toujours des extrêmes. Si vous voulez, des extrémistes dans chaque parti. La lutte ouvrière, des gens, c'est des anarchistes. Si vous faites élire Philippe Poutou, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien. Si vous voulez, donc c'est bon, c'est marrant. Est-ce que ce vocable d'extrême gauche, d'extrême droite, avec le Front populaire, on ne peut pas les mettre dos à dos. Parce que le Front populaire, il y a une composante de partis. Il y a beaucoup de partis qui se sont mis ensemble. Dont des partis anarchistes aussi. Voilà. Donc, et ces partis-là extrêmes ne sont pas dominants, ne sont pas majoritaires. Donc on ne peut pas les mettre dans le même panier. Et alors que l'extrême droite, elle est, c'est l'extrême droite. En dehors de la reconquête de Zemmour, qui n'est pas encore dedans. Qui est encore plus extrême. Il est qualifié d'extrême droite. Le Conseil d'État a tranché. Donc c'est un débat qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Oui, bon, qui n'a pas lieu d'être, mais ça a toujours existé, ça a toujours été comme ça. Ça fait mal, mais bon, ils sont qualifiés d'extrême droite. Après, oui, mais eux-mêmes, maintenant, ils ne veulent pas accepter d'être extrême droite. Mais avant, ils ne disaient rien. Quand on disait que c'est l'extrême droite, ils ne disaient rien. Quand il avait pris, quand Jean-Marie Le Pen considérait que le Front National, c'est la politique de droite, une politique purement droite. Donc, en ce moment, ils ne refusaient pas trop qu'on leur épinglait d'extrême droite. Mais maintenant, comme ils veulent aujourd'hui se respecter, se donner un peu de respect. Ils disent patriotes. Dédiaboliser. Voilà, exactement. Merci, Kalel. Voilà, donc maintenant, ils n'acceptent pas qu'on les qualifie d'extrême droite, mais ils sont extrême droite. Absolument. Alors, Sébastien, si vous êtes élu demain, pour les 11 pays dont vous venez de citer, députés français de l'étranger, quelles relations comptez-vous entretenir avec ces États-là? Déjà, donc, j'appelle tous les Français qui vivent en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, dans les pays que j'ai cités, à aller sur mon site, afriquedufutur.com, pour voir ce que je propose, cette politique de grands projets. Donc moi, c'est pour ça que je me battrai. Mettre les compétences des Français de l'étranger dans les domaines scientifiques, technologiques, de l'éducation, au service de l'Afrique, et plus au service des multinationales qui prennent les ressources sans rien donner en contrepartie. Donc ce sera un changement de paradigme. Après, si je suis élu, évidemment, je suis un simple député, je n'aurai pas de groupe, je n'aurai pas toutes les manettes, mais ça permettra aussi... Mais votre voix peut porter, bien entendu. Ma voix portera, bien sûr, pour expliquer les dommages du franc CFA,
pour expliquer ce qui s'est passé ces 60 dernières années qui a conduit ces pays à rester dans l'extrême pauvreté, alors qu'au même moment, on voit la Chine qui pose un robot sur la Lune, qui fait de la fusion thermonucléaire, qui a 25 000 km de train à grande vitesse. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la part de responsabilité de la France, mais pas pour la repentance ou pour se flageller, juste pour dire maintenant on va changer de paradigme, on va travailler ensemble pour ces projets de développement, parce que c'est à ça qu'aspirent les jeunes en Afrique, et je pense que les Français sont tout à fait capables d'apporter leurs compétences, leurs contributions pour ces projets de développement, cette volonté d'industrialisation du continent. Mais vous avez, je voulais juste lui demander, parce qu'il ne peut pas former un groupe, parce que si vous n'avez pas 15 députés, vous n'avez pas 15 candidats là. Donc vous ne pouvez pas former un groupe. Donc si aujourd'hui vous avez quelques élus, eh bien, avec quel groupe vous allez travailler? Parce que là... Exactement. Oui. Ça dépendra des sujets. Est-ce que vous allez du côté de la gauche ou du côté de l'extrême gauche, puisque de l'extrême droite, l'extrême gauche, puisque vous qualifiez tous les partis d'extrême ou des extrémistes en Je fait. les classe tous à l'extrême. Je me vois comme un lanceur d'alerte. Vous voyez. Donc on s'intéressera aux Français de l'étranger. Mais en effet, il y a dans le programme, si le programme est respecté aussi bien du Rassemblement national que du nouveau Front populaire, il y a des réformes que je soutiendrai, puisque je suis d'accord. Voilà. Donc ça va dépendre des sujets, parce qu'on ne peut pas justement... Ce vocable d'ailleurs d'extrême droite, d'extrême gauche, c'est un peu fallacieux, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, on voit que Marine Le Pen est plus, sur certaines réformes, plus à gauche que François Hollande, par exemple. Donc c'est très compliqué d'avoir son choix. Et j'aurai un avantage, je serai totalement libre de voter oui ou non en fonction de ce que je pense par rapport aux lois et pas en fonction d'un parti. Parce que comme le disait De Gaulle, c'est la chienlit. Pourquoi? Parce qu'on a un régime des partis qui contrôle le pouvoir et les hommes compétents en sont exclus. Aujourd'hui? Au niveau de la défense, alors l'économie, le programme économique, vous avez rencontré, alors vous avez été convaincu par le programme du RN? Sur le plan économique. Je ne suis pas économiste, et puis bon, ils n'ont pas... Vous les avez interviewés, tous ces gens. Ils n'ont pas à me convaincre, mais déjà, de ce qu'on lit de la part des économistes, c'est de la dette en plus, c'est quoi? C'est 100 millions d'euros. 100 milliards. 100 milliards, voilà, merci beaucoup, qu'ils creusent encore un déficit, la retraite à 60 ans. La TVA à 5%. La réforme du marché de l'énergie, en plus, c'est totalement faux, parce que, au fait... Donc, selon vous, ça ne sera jamais appliqué? Réformer le marché de l'énergie, la France ne va pas se lever comme ça, aller à Bruxelles, ou les copains, on va réformer tout ça. Non, déjà, c'est des trucs qui sont... Tout ça, c'est des pipeaux, selon vous. Sauf si on applique la politique. C'est les illusionnistes. Au niveau de la défense. Sauf si on retrouve un gaulliste comme je peux l'être sur certains points au pouvoir. On fera la politique de la chaise vide sur certaines questions, que ce soit au niveau européen, et on demandera la dissolution de l'OTAN immédiate. Les temps ont changé. Dissolution de l'OTAN. Alors, on parle de l'OTAN, on parle de la défense. Cara, vous pensez que si vraiment le RN arrive au pouvoir, quelle relation va-t-il entretenir avec les pays francophones d'Afrique? Justement, c'est ce que je dis. Je dis que les pays francophones d'Afrique... Au niveau de la défense. Vont se sauver déjà. Ils ne voudront pas être sous la coupe des fascistes. Ça, je suis persuadé que qu'ils n'accepteront pas. Donc, et ça va précipiter l'écroulement. Le RN, c'est un parti légalement reconnu par l'État français. Donc, justement, ça va précipiter l'écroulement de la France-Afrique. Ça, c'est sûr et certain, parce que déjà, avec Macron, quels sont les pays qui sont... Il y a votre voisin qui est en train de réagir. Il y a des pays qui ont tourné le dos à la France, avec Macron. Oui. Alors, donc, avec l'extrême droite, eh bien, c'est la totalité des pays africains qui risquent de tourner le dos à la France. Et ça ne sera pas seulement... Mais n'est-il pas là du pain béni pour les pays africains? Parce qu'on sait que le Front National, le Rassemblement National prône le patriotisme, la souveraineté des États. Oui, ça dépend pour des pays. C'est un mal pour un bien quand même, non? Pour des pays qui se revendiquent souverains, ils se retrouvent dans le programme de Mme Le Pen. Mais pour certains pays dirigés par des libéraux qui ont une relation particulière avec la France, avec le régime actuel. Vous voulez parler de quel État africain, par exemple? Ok, d'accord. Parce que je ne vais pas mettre en notre chaîne. Je ne vais pas me faire aujourd'hui par Ok. Juste un point, puisqu'on parle sur la mascarade, qui est ce programme du Rassemblement national, parce que monsieur les qualifie de souverainistes.
Bon, quand on est souverainiste, on n'est pas pour l'Union européenne, on n'est pas pour l'OTAN, on n'est pas pour avoir une banque centrale indépendante. D'ailleurs, c'est ce que disait exactement Marine Le Pen, exactement dans sa campagne de 2007. On ne peut pas être souverainiste avec une banque centrale européenne qui gouverne à notre Vous place. pensez que avec une les monnaie bases qui a un euro. françaises, dès que le RN arrive au pouvoir, doivent quitter les États africains? Moi, je pense que Les bases militaires, je voulais dire. par-delà le fait que le RN ou non arrive au pouvoir, c'est ce que je défends depuis 20 ans, les bases militaires, en effet, doivent quitter, si vous voulez, le continent africain. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir des partenariats avec l'armée pour les former, pour les outiller même, etc. Dans un partenariat, aujourd'hui, il n'y a pas d'armée africaine, il n'y a pas d'armée de métier au sens gaulliste du terme. Donc, il faut un partenariat pour développer les armées nationales. Ça, tout à fait. Mais les bases militaires doivent quitter, les bases militaires de l'OTAN doivent quitter l'Europe, les bases militaires françaises doivent quitter l'Afrique et enfin engager un processus de développement mutuel à l'échelle internationale, justement pour permettre d'éviter le terrorisme et tous les conflits qui se développent Il faut aujourd'hui. rappeler qu'en Afrique, actuellement, il y a un très beau travail qui est en train d'être fait par Jean-Marie Bockel, qui est l'envoyé spécial du président Macron, qui travaille. Que vous suivez de très près d'ailleurs. Bien sûr, sur le déploiement des forces françaises en Afrique. Tout est aujourd'hui dans la main des dirigeants. Je pense que chaque pays a exprimé sa volonté de réajuster ce dispositif. Le Sénégalais demande moins de présence militaire sur place. Exactement. Voilà. 30 secondes aussi pour Kara. Veut renforcer son dispositif, on ne sait pas pourquoi. Bon, on demandera au président Ouattara. 30 secondes. Oui, donc justement, c'est... N'est-il pas là un bon... Oui, c'est-à-dire... Pour les pays africains, si le RN arrive au pouvoir... Une bonne occasion, bien sûr, de demander les bases militaires françaises de revenir à la maison. Et puis, comme ça... Pour ne pas être SDF de Mali, Burkina, Tchad, donc, tout ça. Ça, je suis persuadé. Et puis, on verra l'histoire. Mais comme nous... Enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'espère que le Front National, le RN n'arriverait pas au pouvoir en France. Ça, c'est votre avis à vous. Donc, pour nos téléspectateurs, nous ne sommes pas là pour faire la campagne ou dénigrer le Rassemblement National. Il y a monsieur qui est là qui fait sa campagne. Non, voilà. Non, mais on a reçu beaucoup de candidats. Donc, c'est le tout dernier qui vient de passer dans notre émission. Voilà. Dans Face à Face, on a reçu pas mal de candidats. Donc, mon confrère, le jeune journaliste Kara Igbei, qui a reçu pas mal de candidats. Je tiens à le rappeler ici pour dire qu'on est c'est équilibré, vraiment. Équilibré. Ça, du Rassemblement national, voilà. Au Front populaire. Exactement. Voilà. Donc, on donne le mot de la fin à Sébastien. Le mot de la fin à Sébastien. En regardant la caméra pour s'adresser à ses militants. Tout juste par là. Donc, par-delà l'extrême centre, l'extrême gauche et l'extrême droite, il faut une nouvelle politique gaulliste, comme on en a discuté, avec une politique de grands projets pour l'Afrique. Moi, je serai député pour la 9e circonscription des Français de l'étranger. Donc, j'appelle tous les Français qui vivent au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest à aller sur mon site afriquedufutur.com pour découvrir ma candidature. Merci beaucoup, Sébastien. J'espère que vous avez pu convaincre nos téléspectateurs. Merci à toi, Carlyle, d'être venu. Merci à toi. On est à la fin de cette édition pour se tutoyer. Merci à toi, Kara. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'être restés, nous suivre durant toutes ces 52 minutes. Et je dis aussi merci à Romain Clicquot-Domingue d'avoir dirigé cette édition depuis la technique. Et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau numéro.